Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 novembre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous. On reste amis, hein? D'accord. J'essaye sans cesse d'abuser de ton hospitalité, mais très bien, allons-y. Ça n'arrivera jamais. Oh d'accord, tu as simplement bon cœur. Larry, abonne-toi et appuie sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Laisse-moi commencer, Larry, par ce qui se passe au sein du mouvement MAGA. Ben Shapiro fait tout ce qu'il peut pour annuler Tucker Carlson. Je ne sais pas s'il est vraiment assez important ou assez puissant pour y parvenir, mais il essaie. Et d'une certaine manière, en regardant le comportement de Megyn Kelly, on voit qu'elle essaie de rester au milieu, en soutenant à la fois Tucker et Ben Shapiro. Mais on ne peut pas rester dans cette position trop longtemps. Il faut choisir un camp dans ce genre de conflit. Comment vois-tu ce qui se passe au sein du mouvement MAGA? Eh bien, c'est le début de la fin pour la position pro-sioniste aux États-Unis, en particulier parmi les moins de 40 ans. Les gens de ton âge et les plus jeunes ne ressentent plus que nous ayons cette obligation morale, spirituelle ou légale de soutenir Israël à tout prix. Et Tucker est devenu une voix majeure dans ce mouvement. C'est pourquoi les Shapiro et les Levin l'attaquent avec autant de véhémence et de virulence, parce qu'ils reconnaissent qu'il est extrêmement influent. Il a presque 5 millions d'abonnés à sa chaîne, et cette vidéo avec l'interview de Nick Fuentes, ce jeune homme qualifié de raciste et d'antisémite, a attiré plus de 5 millions de spectateurs. C'est ce que Fox News considérerait comme une victoire énorme, vraiment énorme. C'est fascinant de voir les gens se ranger et choisir leur camp. De mon point de vue, les sionistes vont perdre. Ils sont en train de perdre pied. Tout ce que fait Mark Levin en attaquant Tucker et tout ce que fait Ben Shapiro en attaquant Tucker ne fait que renforcer le soutien à Tucker. Ce n'est pas comme si les gens se disaient « Ah oui, c'est sioniste, ils ont un excellent argument. » Ce sont une bande de voyous meurtriers, une bande d'intimidateurs. Cela a considérablement affaibli Trump, et je ne sais pas s'il s'en rend compte ou non, mais je pense qu'il s'est blessé mortellement. Sa présidence sera un échec, pas une réussite, parce qu'il a choisi le camp d'Israël plutôt que celui de l'Amérique. Et il y a maintenant trop d'Américains qui ne veulent plus rien avoir à faire avec les sionistes et cette posture réflexe pro-israélienne. Il pensait, Larry, que si ces types de théories sur Israël et l'affaire Charlie Kirk sont vraies, nous ne connaissons pas la réalité. Mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, je ne pense pas que même l'assassinat de Charlie Kirk ait aidé Israël d'une quelconque manière. Si nous supposons que les personnes derrière tout cela voulaient simplement l'éliminer, et après tout, intimider Tucker Carlson et Candace Owens, cela se retourne contre eux. Eh bien, Mark Levin et ce membre du Congrès, Randy Fine, ont tous deux essentiellement proféré des menaces de mort contre Tucker. Vous savez, ils n'utilisent pas le mot « tuer », ils disent « neutraliser ». Nous allons le neutraliser. Eh bien, vous savez, c'est un euphémisme pour tuer quelqu'un. Cette division qui a maintenant éclaté, ou qu'il vaudrait mieux appeler une fissure, entre le camp pro-sioniste et ce qui est maintenant un camp anti-sioniste, est significative. Un grand nombre de personnes commencent essentiellement à tourner le dos à Trump parce qu'il est perçu comme un simple esclave de Bibi Netanyahu. Ils avaient, tu sais, je suis sûr que tu as vu la vidéo de ce gamin de l'université d'Auburn qui a posé une question à Eric Trump à propos de, tu sais, pourquoi est-ce que, en gros, ton père prend $250 million de ces sionistes et se fait traiter sans respect?
Et ils ont répondu, eh bien, parce que l'Iran essaye d'obtenir une arme nucléaire. Et le gamin, un gamin intelligent, dit, attendez une seconde. L'Iran est signataire de IAEA et il n'y a aucune preuve que l'Iran possède une arme nucléaire. Israël ne l'est pas et lui en a une. Alors où sont nos priorités? Donc tu vois, ce genre d'idées ont été exprimées, elles sont maintenant sur la place publique et on ne pourra plus les remettre dans la bouteille. They're out in the open now, and you're not going to get those back in the bottle. They're trying to remove Thomas Massie from his Ils essayent de destituer Thomas Massie de son poste dans le Kentucky. Et il parlait de Miriam Adelson, qui dépenserait 20 millions de dollars contre lui. Je suis tellement content que je ne sais pas si tu as vu son interview. Il parle de l'administration Trump. Selon lui, il reste encore une certaine forme d'espoir dans l'administration Trump et parmi les personnes qui travaillent pour Donald Trump. Et voici ce que Thomas Massie a dit. C'est un peu similaire à ce dont nous parlons toujours quand nous évoquons l'administration Trump. Il nous avait promis que nous mettrions l'Amérique en premier. Et je pense qu'il y a encore des voix au sein de cette administration. Il y a encore J.D. Vance, il y a encore Tulsi Gabbard, il y a encore RFK Jr., il y a encore des esprits plus posés qui pourraient l'emporter. Ils n'ont manifestement pas été convaincants dans ce cas. Eh bien, quelqu'un a su être convaincant. L'AIPAC est très convaincant. Par exemple, le lobby pro-israélien au Congrès. Si vous regardez les fils de mes collègues en ce moment, ils se ressemblent tous. Ils publient tous le même message. Nous devons soutenir Israël et nous devons le faire. Oui. Et ce dont il parle vraiment, Larry, à mon avis, c'est qu'ils essaient de présenter J.D. Vance comme le prochain ennemi du mouvement sioniste aux États-Unis. Ils essayent d'attaquer J.D. Vance parce qu'ils ne le considèrent pas comme leur ami. Ils le voient comme quelqu'un qui pourrait représenter une menace lors de la prochaine élection présidentielle. Ils ne le perçoivent pas comme ils perçoivent Donald Trump. Le mouvement sioniste ne le voit pas de cette manière. Et il semble qu'ils feront tout ce qu'il faut pour l'empêcher d'avoir la moindre chance d'être élu en 2028. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le contrôle que les sionistes, les Israéliens, exercent sur les politiciens américains, cela a déjà été allégué par le passé. On l'a vu avec John Mearsheimer, par exemple, et Stephen Walt, son co-auteur. Vous savez, lorsqu'ils ont écrit sur le lobby américano-israélien, ils ont immédiatement été qualifiés d'antisémites, mais cela n'a pas vraiment pris. Cela n'a pas suscité beaucoup d'inquiétude chez de nombreux Américains. Et, bon sang, c'était il y a quoi, 12 ou 15 ans. Maintenant, oui, ce n'est plus seulement Mearsheimer, il y a beaucoup de gens. Et avec Tucker qui martèle le sujet, Candace Owens qui en fait autant, ils ont une présence médiatique importante, du moins sur les réseaux sociaux. Donc cela commence maintenant à s'enraciner. Et puis encore, ce que Trump fait à Massie, stupide, absolument stupide. Parce qu'en gros, il est en train de faire de cet homme un martyr. Vous savez, je n'avais jamais entendu parler de Thomas Massie il y a un an. Maintenant, je sais exactement qui il est. Cela a accru sa notoriété. Et son message trouve un écho chez de nombreux Américains. Donc vous voyez, la relation entre les États-Unis et Israël est en train de changer fondamentalement. Elle ne redeviendra pas ce qu'elle était. Cette relation étroite où nous faisions tout ce que Netanyahou et son entourage voulaient. C'est une nouvelle ère, et je pense que vous verrez les États-Unis prendre de plus en plus leur distance. Pas tout de suite, mais cela viendra. Nous ne soutiendrons plus Israël de manière réflexe. As-tu regardé l'interview que Ben Shapiro a donnée sur CNN? Il soutient que Tucker Carlson a beaucoup changé et qu'il ne sait pas ce qui a provoqué ce genre de virage dans les opinions de Tucker
et dans ses commentaires sur ce qui se passe aux États-Unis et à l'étranger. Mais quand on regarde Tucker Carlson, avant qu'il ne soit chez Fox News, il avait certaines limites dans la façon dont il pouvait s'exprimer. Quand on travaille pour une grande chaîne comme Fox News, c'est comme ça. Mais une fois qu'on part, on commence à étudier, on apprend davantage par soi-même, au lieu de simplement recevoir des notes d'autres personnes. C'est ça, l'essentiel. Oui, enfin, écoute, Tucker. Je pense que la principale force qui a changé Tucker, tu vois ce dont il parle, et la manière dont il en parle, c'est, disons, sa conversion au christianisme. Avant, il était plutôt un croyant nominal. Si tu lui demandais « Es-tu chrétien ?» il répondait « Oui, je suis chrétien ». Mais c'était pas quelque chose qui guidait ses actions. Maintenant, ça l'est. Et tu sais, l'un des points qu'il a soulevé dans cette interview qu'il a faite avec ce jeune Nick Fuentes, c'est que cette accusation de sang, le fait de blâmer un groupe de personnes, de dire que ce sont les Juifs ou les Russes, est contraire au christianisme. Si tu prends un groupe et que tu lui colles une étiquette, disait-il, c'est mal. Il faut les juger d'après leurs actions. Donc, quelque chose qui est d'origine génétique, eh bien, en d'autres termes, on ne naît pas sioniste. Être sioniste, c'est un choix. C'est quelque chose qu'on choisit de croire. On décide, oui, je crois qu'il existe une divinité magique qui, il y a des milliers d'années, a décidé que si nous sommes juifs, nous sommes très très spéciaux, et que cette divinité nous aime plus que tout le monde, et nous donne la permission d'aller tuer tout le monde. Ça, on peut le contrôler. C'est une croyance qu'on choisit, contrairement au fait de naître noir ou de naître oriental. Vous savez, chinois. Là-dessus, on n'a aucun contrôle. Et donc, ce que Tucker soutenait, c'est qu'il qualifiait cela de calomnie sanglante et s'y opposait. Il s'est exprimé très fermement sur ce genre de questions. Et en lien avec cela, il a dit, écoutez, il reconnaît que ce que les Palestiniens, ce que le Hamas a fait le 7 octobre, était mal. Mais cela ne justifie pas qu'Israël intervienne et tue des bébés en leur larguant des bombes de 900 kilos. Il dit non. Et vous savez, il a aussi donné son opinion sur le swordge des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur quoi je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous savez, c'était mon... Eh bien, je viens d'Independence, dans le Missouri. J'y ai grandi, j'ai été au collège juste en face de la maison d'Harry Truman. Et Harry Truman était encore en vie quand j'étais enfant. Mais vous savez, Truman avait absolument tort dans sa décision d'autoriser l'utilisation de la bombe atomique. Et Tucker s'élève contre cela. Donc Tucker est dans une position morale bien plus solide pour discuter de ces questions que ne l'a jamais été Shapiro. Et quand Mark Levin ou Ben Shapiro disent qu'il promeut la haine des Juifs, j'ai dit non, Mark, Ben, nous ne détestons pas les Juifs. Nous vous détestons vous, d'accord? Vous, parce que vous êtes deux êtres humains méprisables, remplis de rien d'autre que de haine. Je pense que l'histoire les jugera parce que ce qu'ils font est antisémite. Ils affirment que quoi que fasse le gouvernement israélien, Netanyahou et son administration, avec ce génocide à Gaza, nous sommes tous censés le soutenir, ce qui est tout simplement faux. Personne ne croit cela. Mais ils veulent défendre cette idée, ce qui, à mon avis, revient en réalité à de l'antisémitisme. Oui, eh bien, écoute, la réalité, c'est que les Palestiniens sont des sémites. Tu sais, les Israéliens, parce qu'ils veulent les tuer, font preuve d'antisémitisme. C'est un jeu de mots. Ils veulent faire en sorte que antisémite soit synonyme d'anti-juif. Et tu sais, quand Nick Fuentes dit des choses comme « les Juifs contrôlent les médias », ce n'est pas comme s'il y avait un conseil de rabbins assis autour d'une table décidant de la politique médiatique. Mais il est aussi indéniable
que les personnes qui se réclament juives sont surreprésentées en proportion de la population dans diverses entreprises médiatiques. Donc ce n'est pas, tu vois, et ils ont fait en sorte que si tu fais remarquer cela, on te traite d'antisémite. C'est juste, tu vois. C'est comme, est-ce raciste de dire que la National Basketball Association est majoritairement composée de joueurs noirs? C'est simplement un fait objectif. Ce n'est pas être raciste. Mais ce qui est, tu vois, je pense, et c'est une caractéristique particulière de l'Occident, de l'Amérique, de l'Europe, c'est que la quantité de mélanine dans la peau de quelqu'un, tu sais, la couleur plus ou moins foncée de la peau, fait de toi quelqu'un de différent, d'une certaine manière. Tu vois, c'est perçu comme quelque chose qu'on souligne. Il est noir, il est blanc. Alors qu'il existe d'autres cultures où cela ne compte même pas. Ils ne réagissent pas. Ce n'est pas une référence. Le racisme n'est pas intégré au système. Larry, somehow when I think of Miriam Adelson Tu sais, Larry, d'une certaine manière, quand je pense à Miriam Adelson et à la richesse que cette famille tire de ces casinos aux États-Unis, tout le concept des casinos, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes dans notre public aiment aller dans ces endroits, mais honnêtement, je crois que toute l'idée, mathématiquement, consiste à prendre l'argent des gens. Après tout, quiconque y entre va perdre quelque chose. Le plus souvent, c'est le cas. Oui, tu vois, ils prennent l'argent des gens et l'utilisent contre eux. C'est incroyable, tout ce processus. It's unbelievable, the whole process. Eh bien, c'est comme pour la loterie. Tout le monde se dit, j'ai une chance, je peux gagner, je peux battre les probabilités. Et tu sais, il y a une certaine excitation à pouvoir parier et ensuite remporter ce pari. Mais tu as raison. La façon dont les règles internes de ces différents casinos sont établies favorise le casino. C'est ainsi que les Adelson sont devenus riches. Ouais, tu as vu la vidéo d'Al Jolani en train de jouer au basket? Oh, mon Dieu. Ouais. Eh bien oui, j'aimerais voir Al Jolani contre Obama. Je pense qu'Al Jolani lui botterait les fesses. Tu sais, Al Jolani faisait quelques bons tirs, alors qu'Obama, mec, il balançait des briques. Il n'arrivait pas à mettre le ballon dans le panier. Il est bien formé. Eh bien, cela ne fait qu'exploiter le mythe selon lequel, simplement parce qu'on est noir, on saurait forcément jouer au basket. Ou que, vous savez, Obama pourrait alors rejeter la faute sur le côté blanc de son héritage. Il avait une mère blanche, donc ce serait à cause d'elle s'il ne savait pas tirer un panier correctement. Mais oui, c'est juste malsain. Voici, vous savez, Al-Shara, alias Al-Jolani, qui est, vous savez, je n'emploie pas le terme terroriste à la légère. Il était le chef d'une organisation islamiste extrémiste qui croyait qu'il fallait tuer d'autres musulmans parce qu'ils n'étaient pas assez pieux. Ils étaient considérés comme des apostats parce qu'ils avaient certaines croyances. Ils ont tué des chrétiens. Et vous savez, nous leur faisons une grande accolade et faisons semblant qu'ils sont des types ordinaires. Donc, si rien d'autre, cela révèle, comme une fraude, la politique américaine de lutte contre le terrorisme. Vous savez, tout ce discours sur la guerre contre le terrorisme, ce n'en est pas une. Bon sang, cela fait quoi? 24 ans maintenant, depuis le 11 septembre 2001. 24 ans, un quart de siècle. Incroyable. Et cela n'a servi que de prétexte pour gonfler le budget de la défense, avant tout. Mais aussi, nous l'avons utilisé comme excuse pour justifier le meurtre de personnes que nous n'aimons pas. En fait, cela a vraiment conditionné une grande partie de la population américaine à accepter que le gouvernement des États-Unis puisse aller tuer d'autres personnes sans raison, sans justification. Without reason, without justification, just as long as we label them a terrorist, it's okay, we can kill them. Tant qu'on les qualifie de terroristes, c'est acceptable.
on peut les tuer. Et c'est perçu comme si, en les tuant, on prévenait le terrorisme. Donc on prévient le terrorisme en pratiquant le terrorisme. C'est vraiment, tu sais, profondément malsain. Et quand on revient sur toutes les opérations militaires américaines en Afghanistan après le 11 septembre, on a tué beaucoup de civils afghans. Aucun de ces Afghans que nous tuions n'était réellement impliqué dans le 11 septembre. Tu sais, Ben Laden était une figure majeure derrière tout ça. Khalid Sheikh Mohammed aussi. Il n'était pas afghan. Khalid Sheikh Mohammed. They were Afghans. Yeah, we use that as an excuse to go into Afghanistan. Pourtant, nous utilisons cela comme excuse pour intervenir en Afghanistan. Et vous savez, avant que les gens ne commencent à dire « Oh, vous ignorez que c'était la CIA », écoutez, le fait est que la communauté du renseignement américaine a eu par le passé une relation avec Ben Laden et a très probablement été impliquée d'une manière ou d'une autre. Ryan Dawson a réalisé un excellent film et j'encourage tout le monde à aller le regarder. Vous pouvez le trouver sur BitChute et Rumble. Mais cela dit, le terrorisme est simplement devenu une excuse pour que les États-Unis mènent certaines actions illégales et immorales. Voici la création d'Al-Jolani, Larry. Voici le diplomate américain Robert Ford qui explique comment lui, avec les services de renseignement britanniques, a créé ou d'une certaine manière rebrandé Al-Jolani comme une déclaration. Voici ce qu'il a dit. Here is what he said. Starting in 2023, À partir de 2023, une organisation non gouvernementale britannique spécialisée dans la résolution des conflits m'a invité à les aider à faire sortir cet homme du monde du terrorisme pour l'amener vers la politique traditionnelle. Au début, je dois vous dire que j'étais très réticent à y aller. J'avais en tête des images de moi en combinaison orange, un couteau sous la gorge. Mais après avoir parlé à plusieurs personnes qui s'y étaient rendues, dont l'une l'avait rencontré, j'ai décidé de tenter ma chance. La première fois que je l'ai rencontré, son nom de guerre était Abdelkader Al-Jolani, mais son vrai nom est Ahmed Shara, qu'il n'a révélé au monde qu'après avoir pris Damas lors du Blitzkrieg de décembre 2024, il y a environ 5 mois. La première fois que je l'ai rencontré, je me suis assis à côté de lui, littéralement aussi près que je le suis de Roy, et je lui ai dit, entièrement en arabe, « Jamais, même en 1 million d'années, je n'aurais imaginé que je m'assiérais à côté de toi. » Longue barbe, en treillis. Il m'a regardé, a parlé très doucement et a dit « Wallah, Anna, moi non plus. » Puis nous avons continué et avons en fait eu une conversation plutôt courtoise. Je partage cela parce qu'il a dit quelque chose qui a vraiment éveillé mon intérêt. Il ne s'est jamais excusé pour les attentats terroristes en Irak ou en Syrie, bien qu'il y en ait eu beaucoup moins en Syrie. Il ne s'est jamais excusé. Mais il a aussi dit, « Vous savez, maintenant, je gouverne une zone du nord-ouest de la Syrie, tenue par l'opposition, et j'apprends que les tactiques et les principes que je suivais en Irak ne s'appliquent pas quand il faut réellement gouverner 4 millions de personnes. Il comptait 2 millions d'habitants dans cette partie de la Syrie, plus 2 millions de réfugiés venus d'ailleurs, soit une population totale d'environ 4 millions. Il a dit, « Je suis prêt à faire des compromis. » Cela m'a beaucoup frappé. C'était en mars 2023, il y a un peu plus de 2 ans. Nous y sommes retournés une deuxième fois. Larry, Larry, il fait littéralement tout ce qu'il a promis à ce type. Il l'a dit, mais il tue des gens en Syrie. Et ce qui m'a stupéfié, Larry, c'est qu'il ne mentionnait pas qu'il est diplomate américain. Il ne parle pas de la CIA, il parle de l'intérêt du MI6. Qu'est-ce que c'est, Larry, pour nous tous? En Ukraine, c'est pareil. Ils ont l'avantage. Qui sont ces gens et qui les soutient? Leur armée n'est pas si grande. Le pays n'est pas si puissant. Leur industrie n'est pas si influente. Qu'est-ce que c'est et qui les soutient?
what is that? And who's supporting them? You mean Tu veux dire les Britanniques? Yes, I'm talking Wem west Memesis et de la façon dat smain bepesmengt. manipulating everything. yeah, if you get someone like Tom Luongo on to Oui, si tu invites quelqu'un comme Tom Luongo pour parler de l'influence de Londres. C'est un centre financier. Et tu sais, du lien entre les intérêts bancaires de Londres, qui ont été mondiaux au fil des années, et la manière dont ils sont alignés avec les services de renseignement du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc tu sais, on aime croire qu'on vit dans un monde en noir et blanc, où l'on peut s'asseoir et dire « ceci est juste, ceci est faux ». where we can, sit down and say this is right, this is wrong. And I believe we do live in that kind of world. But what we Et je crois que nous vivons bien dans ce genre de monde. Mais ce que nous voyons ici, dans ce cas précis, c'est qu'il se montre au grand jour et l'admet. Sommes-nous favorables à tuer des gens à cause de leurs convictions ou de leur lieu de naissance? Nous dirions, non, nous sommes contre cela. Et pourtant, nous en sommes là. Un diplomate américain se rapproche, devient ami avec Al-Shada, alias Jalani, qui croit toujours que sa version de l'islam est la seule véritable. Et que si vous n'y adhérez pas, il est tout à fait légitime pour lui ou ses partisans de vous tuer. not subscribe to that, that it is entirely appropriate for him or his followers to kill you. In the United States, Et les États-Unis ont un long passé en la matière, qui remonte à l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1969-1980. Lorsque les États-Unis ont lancé cet effort, il faut se demander pourquoi. Nous ne faisions pas cela pour libérer le peuple afghan, car nous nous étions alliés à des islamistes radicaux. Quand je parle d'un islamiste radical, je parle de quelqu'un issu d'une position théologique sunnite et qui croit détenir la seule vérité, la seule relation valable avec Dieu. Et que si vous ne souscrivez pas à leur interprétation du Coran et à leur manière de présenter l'essence de l'islam, ils peuvent vous tuer et vous détruire. what the essence of Islam is, that they can kill you and destroy you. So that's who the United States armed and funded to fight the Soviets. C'est donc eux que les États-Unis ont armés et financés pour combattre les Soviétiques. Et ces relations initiales, ils les ont poursuivies. C'était les États-Unis. Il ne fait désormais aucun doute que les États-Unis finançaient les musulmans qui ont déclenché la deuxième guerre de Tchétchénie à l'intérieur de la Russie. Les États-Unis ont donc utilisé ces personnes comme un outil, une extension de leur puissance. Et puis, lorsque nous avons été attaqués le 11 septembre par des gens avec lesquels, vous savez, au moins certains segments de la communauté du renseignement avaient des relations directes. On se demande ce qui se passe, que le monde n'est pas tel qu'il paraît. That, the world is not as it seems. No, the United States went to Afghanistan to remove Taliban Non. from power. Les États-Unis sont allés en Afghanistan pour renverser les talibans. Mais pendant ces 20 années passées là-bas, à essayer de construire, reconstruire, changer le système éducatif et tout cela, on ne voit aucune preuve réelle qu'ils aient tenté de collaborer avec les personnes importantes en Afghanistan, comme Ahmad Shah Massoud. Il était, je pense, l'une des principales alternatives à ce qui aurait pu se passer avant que les États-Unis n'aillent en Afghanistan. Ils avaient l'occasion de l'inviter, de confier le gouvernement à des gens plus raisonnables, mais ils ne l'ont pas fait. Quel était le problème avec Ahmad Shah Massoud? Non, il n'y en avait pas. Je veux dire, les États-Unis le soutenaient et il a été assassiné. The problem, the United States was backing him, and he was assassinated. Shortly before the attacks on. Peu de temps avant les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis le soutenaient. Mais encore une fois, nous avons décidé que nous allions combattre les talibans, même si les talibans n'étaient pas ceux qui avaient mené les attaques. Vous savez, ce n'était pas... L'Agence centrale de renseignement des États-Unis entretenait une relation avec et essayait de cultiver, ou si vous préférez de recruter, plusieurs des pirates de l'air. Je ne crois pas que les attentats du 11 septembre aient été menés sur ordre de la CIA. Mais si vous voulez soutenir que la CIA était dans une position où elle aurait pu les empêcher, ou qu'elle a facilité et permis l'action de certains des acteurs, oui,
Je pense que c'est vrai. Facilitated and enabled some of the actors. Yeah, I think that's true. But you go back to Mais, vous savez, si l'on remonte au premier attentat contre le World Trade Center en 1993 avec Ramzi Youssef. Et encore une fois, quand on examine la relation entre Ramzi Youssef et son oncle, Khalid Sheikh Mohammed, Khalid Sheikh Mohammed était vraiment le cerveau, le visionnaire, celui qui coordonnait diverses opérations. Maintenant, avait-il des liens avec la CIA? Probablement. Est-ce que la CIA le dirigeait et prenait les décisions? Non, je ne le crois pas. Mais, vous savez, encore une fois, cela montre que le monde n'est pas noir et blanc. Il n'y a pas d'un côté les terroristes et de l'autre les gentils. Comme on vient de le voir dans l'extrait que vous avez diffusé, voici un diplomate américain en train de se rapprocher d'Al-Jolani. Et Al-Jolani avait tué des Américains. Maintenant, on pourrait dire que c'était justifié, attaquer des soldats américains. Je vous l'accorde, je ne classe pas cela comme du terrorisme. Si vous portez un uniforme, que vous participez à des activités militaires et que vous êtes attaqué et tué, cela s'appelle la guerre. Donc cela ne relève pas de la catégorie du terrorisme. Mais vous savez, il n'a pas fait que cela. Les gens sous son commandement étaient responsables du meurtre de femmes et d'enfants, du massacre de personnes, des chrétiens, des alaouites, d'autres chiites. Donc vous voyez, et pourtant maintenant nous l'avons blanchi, et il est devenu acceptable. Il est bien. Il est bien. Il ne s'est même pas excusé pour ce qu'il avait fait. Il ne le regrettait pas. Il a simplement dit, « Cette fois, je vais être différent. » Oui, je suis un fervent croyant. Larry, nous avons appris du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, que l'Allemagne peut rétablir le service militaire obligatoire à tout moment. Pourquoi l'Allemagne en a-t-elle besoin? L'Allemagne se prépare-t-elle à la guerre? La stratégie à long terme de l'Allemagne est-elle la confrontation avec la Russie? Je lui souhaite simplement bonne chance avec ça. Vas-y, fais-le. Ce que nous voyons, c'est tant de ces politiciens européens en échec qui profèrent des menaces et tiennent des propos très belliqueux. Mais quand vient le moment d'agir réellement, ils reculent. Il y a une excellente vidéo, je crois que c'est sur TikTok ou peut-être que je l'ai vue sur Facebook. On y voit un tout petit chihuahua, et les chihuahuas sont généralement de vilains petits chiens. Il y a une porte-fenêtre en verre, une porte coulissante, et de l'autre côté se trouve un grand Danois, un énorme chien. Le chihuahua est là, complètement excité, en train d'aboyer, puis le propriétaire ouvre la porte coulissante et le chien se fige. Tu sais, C'est dur. Tant qu'il y a une barrière là, il n'y a aucun risque d'être attaqué. Mais tu sais, une fois que cette barrière disparaît, il recule. C'est exactement ce que fait l'Europe. C'est juste un politicien qui bombe le torse, qui fait semblant d'être un dur. Et la réalité, c'est que l'Allemagne... Oui, allez-y. Bonne chance avec cette mobilisation. Allez-y, mobilisez. Vous êtes à 2 ans. S'il commençait aujourd'hui, à 2 ans, de pouvoir déployer des soldats même potentiellement compétents. Ce n'est pas parce qu'on t'emmène dans un centre de recrutement et qu'on t'enfile un uniforme que tu sais te battre ou te comporter sur un champ de bataille moderne. Il faut au minimum 2 ans de formation. Et une fois qu'ils sont formés, ils se font généralement tuer assez vite. Il faut donc un système pour les remplacer. C'est ce qu'on voit se produire en Ukraine aussi. J'entends ce genre de choses de la part des Allemands, des Français, des Britanniques. Ce sont ces petits chihuahuas hargneux qui aboient contre le grand Danois, parce qu'ils savent que, jusqu'à présent, le grand Danois ne va pas s'en prendre à eux.
Nobody's losing the way that Germany is losing. Personne ne perd autant que l'Allemagne dans cette guerre en Ukraine. Et je ne comprends pas ce que ces dirigeants allemands ont en tête. Qu'est-ce qu'ils y gagnent pour agir d'une manière aussi stupide face au conflit en Ukraine et à la militarisation de l'Allemagne? Envoyer plus de gens à l'armée et se préparer à la guerre, alors que tout le monde sait qu'il n'y a aucune guerre que l'Allemagne doit mener. There is no war for Germany to fight, and Well, actually, I'd make the case. Eh bien, en réalité, je dirais que la Pologne a davantage souffert que l'Allemagne. Vous savez, plus de 10 000 Polonais, des mercenaires partis combattre en Ukraine, ont été tués. Et je pense que le deuxième plus grand nombre vient du Royaume-Uni. Donc l'Allemagne, en fait, eh bien, elle a vendu des chars et fourni du matériel militaire à l'Ukraine, mais elle n'a pas engagé ses propres citoyens au même niveau que la Pologne, le Royaume-Uni et même le Brésil ou la Colombie. Ces pays ont fait bien plus que les Allemands. Mais militairement, tu as raison. Économiquement, cependant, à mon avis, c'est différent. Car souviens-toi qu'après le sabotage du gazoduc Nord Stream, il y a ce gazoduc reliant la Norvège à la Pologne. Et le nouveau gazoduc, ils l'ont annoncé juste après le sabotage de Nord Stream. Cela profite à la Pologne, tu sais, cela aide l'économie polonaise. Mais pour l'Allemagne, ce n'est pas le cas. Oui, je veux dire, cette période de l'histoire, et quand les historiens en écriront sur ce que nous avons vécu au cours des 3 dernières années et demie, ils se gratteront la tête en essayant de comprendre. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle commis un suicide économique? Pourquoi ont-ils accepté que les États-Unis fassent exploser le gazoduc Nord Stream? Et puis, dans le processus, ont-ils en quelque sorte accepté avec satisfaction le fait que les États-Unis s'emparent de l'industrie allemande, n'est-ce pas? Des entreprises qui employaient réellement des gens en Allemagne quittent l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. Maintenant, ça rend Trump heureux. Cela fait partie de son plan pour réindustrialiser l'Amérique. Mais pour l'Allemagne, je ne comprends pas. Vraiment, c'est une manière irrationnelle d'aborder le monde. Vous savez, l'Allemagne a été transformée au cours des 30 dernières années par le nombre de migrants qui y sont arrivés. Et donc, il y a un nombre important de Turcs qui vivent en Allemagne et qui sont désormais citoyens. Mais la réputation de l'Allemagne en tant que grand pays industriel, fabricant des meilleurs Mercedes, BMW et Audi, cette réputation est en train de disparaître. Elle devient en réalité un peu édentée. Ils ont quelques missiles Taurus, mais en tant que force militaire, l'Allemagne est épuisée. Je pense que le rôle du Royaume-Uni dans toute la situation en Europe est tout simplement incroyable. Si l'Europe s'effondre, ils vont dire « Nous ne faisons pas partie de l'Europe. Nous sommes partenaires des États-Unis, donc nous irons avec les États-Unis. Vous pouvez gérer vos propres problèmes. » Et en même temps, ils poussent pour que l'Ukraine fasse partie de l'UNO, alors qu'eux-mêmes n'en font pas partie. Eh bien, les fondamentaux économiques de l'ensemble de l'Europe, mais surtout du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, ne sont plus là. Vous savez, aucun de ces pays ne dispose d'un réservoir de ressources naturelles qui en ferait un partenaire économique essentiel, au point un autre pays doit dire « Oui, nous avons besoin de ce que vous produisez ». Il manque donc de ressources naturelles. Il fut un temps où il possédait cette puissance industrielle. En réalité, l'ère industrielle moderne a commencé au Royaume-Uni au XIXe siècle. Mais ils ferment des usines. Ils n'en construisent pas de nouvelles et ne produisent plus d'articles essentiels. Ils ont été financiarisés, si bien que cette base n'existe plus. Ils se dirigent, en quelque sorte, vers l'extinction.
Ils n'ont plus les fondamentaux nécessaires pour survivre comme société moderne à l'avenir. As a modern society going forward. I mean, it's really pretty remarkable that, Je veux dire, c'est vraiment assez remarquable que, tu sais, ils aient été la force dominante. Tu sais, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les pays européens, la force dominante dans le monde au cours des 400 dernières années, façonnant véritablement l'histoire à travers l'expansion coloniale et l'exploitation des ressources d'autres pays. Mais ce système est en train de mourir. Nous assistons à sa disparition. Et ces pays n'y vont pas forcément de leur plein gré, en disant « oui, nous allons abandonner notre rôle ». Ils veulent conserver le pouvoir s'ils le peuvent, rester aux commandes. Mais tu sais, ils ont des difficultés. Le monde s'éloigne d'eux. La Russie et la Chine en particulier, sont désormais la force dominante, simplement en raison de leur puissance économique, de ce qu'elles produisent et de ce qu'elles sont capables de produire. Larry, comment la Russie veut-elle mettre fin au conflit en Ukraine, compte tenu des réalités, ce qu'elle observe avec l'administration Trump, qui change constamment d'avis et parle sans cesse de nouvelles choses? J'ai vu que tu avais publié sur ton site, sonar21.com, un article où tu parles de Lavrov et de sa position. Quel est le point que tu essaies de faire valoir et comment la Russie va-t-elle gérer la communication entre elle et l'administration Trump? Eh bien, il y a eu 2 réunions la semaine dernière à Moscou. La première portait sur la position de la Russie concernant le contrôle des armements et la reprise des essais nucléaires. Lavrov n'était pas présent à cette réunion. Puis le lendemain, ou le jour suivant, il y a eu une autre réunion sur la sécurité nationale à laquelle Lavrov n'a pas non plus assisté. Cela a donc, alimenté des rumeurs et des spéculations en Occident, selon lesquelles il y aurait une rupture entre Poutine et Lavrov, que Lavrov était sur le départ, qu'il n'était plus le bienvenu. Ou bien, l'autre explication avancée était que les Russes craignaient une frappe de décapitation, que l'Occident allait les frapper avec une arme nucléaire à Moscou. Et donc, vous savez, Lavrov était gardé à l'écart dans un bunker quelque part pour qu'il puisse être le survivant et prendre les décisions. C'est complètement absurde. Je ne sais pas si Lavrov avait un rhume ou s'il faisait simplement une pause, mais il s'est exprimé très fermement hier ou avant-hier, en parfaite harmonie avec la politique de Poutine, en précisant très clairement que cette guerre n'est pas terminée, mais qu'il reste ouvert. Il garde la porte diplomatique ouverte aux États-Unis. Et, parlons, communiquons. Mais ils ne vont pas accepter de cesser le feu. La paix ne pourra être atteinte qu'une fois que nous aurons traité les causes fondamentales, les causes profondes, comme ils disent sans cesse, et tout cela concerne l'expansion de l'OTAN vers l'Est. L'OTAN doit reculer. Et tant que cela ne se produira pas, la Russie va poursuivre sa campagne militaire et continuer à avancer vers l'Ouest. Le rythme de l'activité militaire russe augmente, il ne diminue pas. Donc si l'Occident veut intervenir et accepter les conditions de la Russie, très bien. La Russie dira « D'accord, oui, nous pouvons négocier sur la taille de l'armée ukrainienne, sur la quantité d'armement qu'elle sera autorisée à posséder. Mais il n'y aura pas d'OTAN. C'est terminé. Et les territoires qui ont voté pour devenir partie intégrante de la Russie, ils resteront partie de la Russie. Ils ne retourneront pas à l'Ukraine. Alors, y a-t-il autre chose dont vous voulez parler? C'est l'attitude des Russes. Ils vont remporter cette guerre militairement. Je ne vois pas cette situation se terminer par un règlement négocié. Tu veux dire une armée acceptable pour la Russie, l'armée ukrainienne. Une armée qui ne soit pas capable de frapper profondément en territoire russe, c'est-à-dire sans missiles à longue portée.
D'accord. Je n'appellerais pas forcément ça une armée. Je pense qu'ils envisageraient plutôt quelque chose comme une police nationale. Juste pour la sécurité de la partie occidentale de l'Ukraine. Exact. Mais une armée conventionnelle. La Russie va empêcher cela de se développer en Ukraine. Et elle y parviendra soit par des négociations, soit par la force coercitive. Elle encerclera complètement les parties sud et est de l'Ukraine. Ce qu'il restera, c'est un État résiduel qui n'aura pas beaucoup de puissance militaire et certainement pas beaucoup de puissance économique. L'Ukraine est en train de mourir. Ukraine is in the process of dying. Zelensky veut 25 systèmes de défense aérienne Patriot. Et ces 25-là, je ne sais pas combien sont réellement disponibles. Israël fournit-il à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne? Savons-nous s'ils ont récemment reçu quelque chose d'Israël ou s'ils vont en recevoir à l'avenir? I want a Lamborghini for Christmas, okay? Je veux une Lamborghini pour Noël. D'accord. C'est pas parce que je veux une Lamborghini que je vais en avoir une. Donc c'est pas parce qu'ils veulent 25 batteries de missiles Patriot. D'où vont-ils les sortir? Écoutez, ce n'est pas comme si ces trucs traînaient dans un entrepôt à prendre la poussière parce qu'ils ne sont pas utilisés. Et même si vous sortez les lanceurs, s'ils parlent de 25 lanceurs, c'est énorme. À ma connaissance, l'Occident n'en dispose pas, sans devoir cannibaliser d'autres unités militaires, c'est-à-dire les prendre à une unité existante, ce qui laisserait cette unité sans défense. Mais ensuite, on en vient à la question de savoir d'où viendront les missiles pour ces lanceurs. Parce que, vous savez, le fabricant, je crois que c'est un effort conjoint entre Lockheed Martin et Raytheon, n'en produit qu'environ 700 par an. Et vous savez, avec les frappes de missiles et les frappes de drones Geran que la Russie a menées en Ukraine au cours des 2 derniers mois, plus de 3000 missiles et drones Geran, il suffit de faire le calcul. Disons que, sur ces 3000, vous essayez d'utiliser des batteries de missiles Patriot contre 1500 d'entre eux. That you tried to use Patriot missile batteries against. Well, you need at least 2 Patriot missiles per each one of those. Eh bien, il faut au moins 2 missiles Patriot pour chacun de ces missiles russes. Cela en fait 3000. Lockheed Martin n'en fabrique que 700 par an. Et encore une fois, ce n'est pas comme s'ils avaient une pile de 20 000 missiles Patriot en réserve. Ce n'est pas le cas. Donc, si l'on additionne ce qui a été tiré en Israël contre les missiles iraniens et ce qui a été tiré en Ukraine contre les missiles russes, les stocks doivent être, disons, presque inexistants. Alors, vous savez, les Ukrainiens qui en demandent 25, ils auraient plus de chances de demander une Lamborghini. Ils pourraient même en obtenir une. Zelensky estime que l'Ukraine est un allié stratégique des États-Unis. Est-ce vraiment le cas? Je veux dire, quel genre de partenaire stratégique est-ce? Avez-vous des proches qui sont venus s'installer chez vous, qui mangent votre nourriture, conduisent votre voiture et n'apportent rien avec eux? Je veux dire, ils vivent complètement à vos crochets. Eh bien, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est ce parent indésirable, ce parasite. Alors vous savez, alliés stratégiques pour quoi faire? Ils ont été utilisés comme un proxy pour attaquer la Russie, et ce projet a échoué. Nous assistons à cet échec en direct, et c'est pas beau à voir. Vous savez, j'ai publié un court extrait vidéo de ces recruteurs militaires ukrainiens en train de frapper un pauvre type comme s'il s'agissait d'un bébé phoque. Et ils vont lui mettre un uniforme et l'envoyer au front, sans formation. Encore une fois, ce principe selon lequel il suffit de recruter des gens, quand on regarde les chiffres que les Russes rapportent, combien ils tuent et blessent chaque jour. L'Ukraine, ne restant que pour compenser ses pertes, doit recruter au minimum 40 personnes par mois.
Et vous savez, encore une fois, normalement, le cycle d'entraînement, si vous allez recruter quelqu'un et l'intégrer dans l'armée et que vous voulez qu'il soit efficace au combat, il faut au moins 12 mois de formation. Eh bien, ils ne reçoivent pas cela. On leur donne simplement un uniforme, une arme dans les mains, et on les envoie sur le terrain. Donc ce ne sont pas des troupes qui seront efficaces au combat contre la Russie. Cette situation ne fait que s'amplifier. Ils ont créé un système dysfonctionnel, et il va devenir encore plus dysfonctionnel au fil des semaines. Un de ces jours, je ne sais pas si ce sera cette année ou au début de l'année prochaine, mais il semble que le système va s'effondrer. Ce n'est pas durable. Alors, que pensez-vous de la communication entre les services de renseignement en Russie, en Iran et en Chine? Vous avez mentionné la guerre qu'a menée l'Iran contre Israël, l'expérience qu'ils ont acquise face au système de défense aérienne israélien. Et la Russie a beaucoup d'expérience du champ de bataille en Ukraine, en combattant l'OTAN, principalement les États-Unis, et en affrontant le système de défense aérienne américain. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils partagent ces informations avec les Chinois? Oh, je suis sûr que oui. Oui, non. Le niveau de coopération, en particulier entre la Russie et la Chine, s'est considérablement accru au cours des 3 dernières années et demie. Si l'on remonte au début de 2022, avec l'opération militaire spéciale de février, il n'y avait pas encore ce degré de coopération et de collaboration entre la Russie et la Chine. Cela a vraiment commencé à prendre de l'ampleur en janvier 2023, je crois, lors de la première visite de Xi à Moscou. Poutine et Xi ont commencé à vieux dicton de Benjamin Franklin. Si nous ne restons pas unis, nous serons sûrement pendus séparément. Ils ont reconnu qu'ils faisaient face à une menace existentielle venant de l'Occident. Depuis, ils ont eu des échanges de haut niveau. Le Premier ministre de Russie s'est rendu en Chine et il y a eu des délégations militaires de haut rang. Donc oui, nous entrons dans quelque chose de nouveau. La Russie et la Chine tracent leur propre voie. Et bien qu'elles préfèrent éviter un conflit avec l'Occident, je pense qu'elles ont fini par reconnaître qu'elles n'ont pas d'autre alternative. C'est la Russie, Paul. Tu nous as rejoints? Bienvenue. Avant tout? Eh bien, bonjour à vous deux. Salut. Paul, penses-tu qu'il existe une quelconque alternative pour la Russie, la Chine et l'Iran afin de gérer les États-Unis et leur politique étrangère, autre que de les affronter directement? Eh bien, as-tu dit Israël? Non, je parle de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Quelle alternative ont-ils au lieu de combattre ou de s'opposer à la politique étrangère des États-Unis? Eh bien, j'ai toujours pensé que s'ils annonçaient simplement un accord de sécurité mutuelle, ce serait la fin des problèmes, car ce serait une alliance militaire trop redoutable pour que l'Occident s'y risque. Je n'ai jamais compris, et peut-être que Larry a un meilleur éclairage que moi, compte tenu de son expérience. Je n'ai jamais compris ce qui semble être une réticence extraordinaire de la part des Russes et des Chinois à simplement annoncer un traité de sécurité mutuelle et à y inclure l'Iran. Je pense que cela mettrait fin à l'attitude hégémonique américaine et à tout le discours insensé en Europe sur une guerre avec la Russie. Et je pense que cela stopperait net toute nouvelle attaque américaine ou israélienne contre l'Iran. Donc je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. J'aimerais savoir si Larry a une explication. Eh bien, je pense qu'ils vont effectivement dans cette direction. Il existe déjà un accord entre la Russie et l'Iran. En fait, la Russie a proposé à l'Iran, si l'on peut dire,
un traité de défense mutuelle il y a plus d'1 an. Et ce sont les Iraniens qui l'ont rejeté. Ils ont dit « Oh non, 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 nous voulons avoir une relation, mais nous ne voulons pas aller aussi loin. » Eh bien, pourquoi l'ont-ils rejeté? Ils ont vu cela comme une volonté d'éviter de se retrouver dans une situation où si la Russie entrait, tu sais, en guerre avec l'Occident, l'Iran serait obligé d'y participer. Eh bien, Graham Dejean, Keith. Oui, eh bien, je sais que c'était le cas, et c'est ce que nous avons vu. Un renversement complet de la politique étrangère iranienne vis-à-vis de la Russie et de la Chine depuis la guerre de 12 jours. Parce que la Russie et la Chine ont toutes deux proposé des systèmes de défense aérienne à l'Iran et que l'Iran les a rejetés. Eh bien non, il faut dire que, tu sais, tu es assez âgé pour te souvenir des publicités excédrènes des années 60, où la femme disait « Maman, s'il te plaît, je préfère le faire moi-même. » C'était un peu l'Iran, tu vois, faisant preuve d'un certain caprice. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la direction iranienne. Ils ne sont pas très intelligents s'ils refusent ce genre de protection. Oui, c'était l'une des critiques adressées à Pezeshkian et à Araghchi, à savoir que, vous savez, la Russie l'avait proposé. Depuis, l'Iran a changé d'avis et l'accepte désormais. Ils ont eu des visites de haut niveau, donc ils sont aujourd'hui bien plus intégrés avec la Russie et la Chine sur le plan de la défense qu'ils ne l'ont jamais été. Donc oui, et vous savez, je ne sais pas si la Russie et la Chine vont nécessairement formaliser un accord, mais ce qu'ils font, de facto, est assez clair. Et regardez, nous reconnaissons que le vent commence à tourner aux États-Unis, où la Rand Corporation, il y a 4 ou 5 ans, insistait sur la nécessité d'affronter la Chine. C'était cette grande menace militaire. Maintenant, ils en viennent à dire qu'il vaudrait mieux apprendre à s'entendre avec elle, parce que nous ne pouvons pas la battre, ce qui est vrai. C'est vrai, oui. Eh bien, combien de temps penses-tu qu'il faudra avant que la Russie, la Chine et l'Iran fassent ce qu'ils doivent faire pour mettre fin à tout ce conflit? Tu sais, s'ils attendent trop longtemps, cette affaire pourrait devenir incontrôlable, surtout si un missile à longue portée frappe Moscou. À un moment donné, Poutine devra faire quelque chose, et tout pourrait... Je ne comprends pas pourquoi Poutine a laissé une guerre durer 4 ans, alors qu'il pourrait couper le réseau électrique instantanément. Il semblait vouloir que la guerre dure assez longtemps pour que l'Occident s'implique, au point que tout devienne incontrôlable. Je n'ai jamais compris ça non plus. As-tu une explication à cela? Je veux dire, je ne crois pas à tout ce qu'on raconte sur « Oh, les Ukrainiens sont de chers amis ». Quand on est en conflit, son rôle, c'est de m'arrêter. Oui, eh bien, ils ne se perçoivent pas vraiment comme étant, du moins d'après ma récente visite et mes discussions avec plusieurs dirigeants économiques et politiques à Moscou, en guerre contre l'Ukraine, mais plutôt en guerre contre l'Occident. L'Ukraine n'est qu'un intermédiaire. Un homme m'a dit, « Écoutez, nous menons une guerre entre proches, car tant de Russes sont mariés à des Ukrainiens et inversement. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles la semaine dernière. Une ambulance s'est arrêtée devant la maison des parents du général Syrski, qui vivent en Russie, pour emmener son père à l'hôpital. Donc, vous avez un général ukrainien dont les parents sont des citoyens russes vivant en Russie. Oui, je comprends ça. Mais quand même, tu sais, ils pourraient couper le réseau électrique, tout deviendrait noir, et ils n'auraient pas besoin de tuer qui que ce soit, ni de perdre leurs propres troupes. Donc je n'ai jamais compris pourquoi il a laissé faire. Je veux dire, ça a été une guerre avec beaucoup de pertes, malgré les préoccupations concernant les relations avec les Ukrainiens, qui ont fait partie de la Russie pendant des siècles. Ça reste une guerre avec beaucoup de pertes. Elle aurait pu être évitée, je pense.
J'ai remarqué la semaine dernière que l'armée avait finalement convaincu Poutine et qu'ils avaient coupé une grande partie du réseau. Mais si tu le coupes, plus rien ne bouge. Aucun moyen d'acheminer des choses dans le pays, de les amener au front, de déplacer les troupes, ou pour le gouvernement de fonctionner tout court. Donc je n'ai jamais compris. Il me semble que c'est un conflit purement gratuit que Poutine a maintenu pendant 4 ans. Eh bien, en réalité, je pense que nous, en Occident, avons tendance à attribuer à Poutine plus de pouvoir et d'influence qu'il n'en a réellement. Car ce qui a été fait sur le plan militaire l'a été principalement sous la direction de l'état-major général et de Gerasimov. Les Russes ont une approche militaire que nous, en Occident, n'avons pas. Je veux dire qu'ils disposent véritablement d'un système intégré. Et quand on revient sur le déroulement des événements, lorsqu'ils sont intervenus en février 2022, ils ne cherchaient pas à conquérir du territoire. Ils ne sont entrés qu'avec 125 000 soldats face à 400 000 Ukrainiens. Normalement, pour une force d'attaque, il faut un rapport de 3 contre 1, ce qui signifie que si la Russie avait réellement voulu conquérir militairement, elle aurait dû engager environ 1,2 million d'hommes. Or, elle n'en avait qu'un dixième. Mais l'objectif était de contraindre les Ukrainiens à négocier. Et en fait, cela a fonctionné. Ils avaient cette colonne de chars, décrite comme mesurant entre 40 et 65 km, stationnée au nord de Kiev pendant un mois. Et pendant tout ce temps, ce qui continue de me fasciner, c'est que les Ukrainiens n'ont lancé aucune attaque efficace contre ces colonnes de chars. Je veux dire, ils étaient immobiles, des cibles faciles. Ils auraient pu en anéantir un grand nombre, mais ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si c'était par manque de capacité ou pour une autre raison, mais ces négociations ont eu lieu à Istanbul, et ils avaient un accord provisoire. Quand j'ai parlé à Lavrov en mars, il a souligné ce point. Il a dit, « Regardez, l'accord sur lequel nous travaillions avait été proposé par l'Ukraine. » C'était donc cette première phase. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenus et non Saboth. Est-ce l'accord que Boris Johnson a gâché? Oui, exactement. Et à ce moment-là, les Russes ont commencé à recalibrer leur stratégie. Si l'on revient en arrière et qu'on regarde la carte de l'Ukraine à cette époque, Mariupol, les zones que la Russie contrôlait depuis la Crimée et ce qu'elle détenait dans le Donbass, il y avait un grand vide où Mariupol restait encore effectivement sous contrôle ukrainien. Et en mai, les Russes ont fini par prendre Mariupol. Ils ont encerclé et capturé un certain nombre de membres du régiment Azov. C'est là que la guerre a commencé à se transformer et à évoluer. Et vous savez, les Russes n'avaient pas à ce moment-là la force militaire nécessaire pour dominer l'ouest de l'Ukraine. Ils ont donc mobilisé 300 000 hommes à partir de septembre 2022, puis ils ont intensifié leur campagne de recrutement. Mais, comme pour toute campagne de recrutement, le fait d'enrôler 40 000 hommes en octobre ne signifie pas qu'ils seront prêts à combattre en janvier. Je veux dire, si vous les recrutez en octobre 2022, ils ne seront peut-être pas prêts pour le combat avant octobre 2023. C'était donc un autre facteur expliquant ce que nous, en Occident, avons perçu comme un retard. Oui, Poutine n'était pas préparé à ça. Je suppose qu'il comptait obtenir un accord de sécurité de Blinken et de l'UE, et qu'il a peut-être été surpris par leur accueil froid. Oui, on peut dire que Poutine a été naïf, tu sais, trop confiant dans certains de ses domaines. Mais je pense que l'autre facteur qui l'a influencé, c'est qu'il ne voulait pas courir le risque d'entrer dans une guerre nucléaire avec l'Occident avant d'y être prêt, avant d'être préparé. Maintenant, ils le sont. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit ce mouvement rapide vers l'Ouest, et l'Ukraine n'avait pas de réponse.
Penses-tu que la Russie réussira un jour à obtenir un accord de sécurité mutuelle et à éloigner l'OTAN de ses frontières? Oui, c'est une question de sécurité pour la Russie, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est bien là tout le problème. Penses-tu qu'ils y parviendront? Yeah, actually, I do, because Europe does not Oui, en fait, je le pense, parce que l'Europe n'a pas de base solide pour rester unie. Je veux dire, les fissures, les fractures apparaissent déjà. Et vous savez, j'en parlais plus tôt avec Nima. La meilleure image pour illustrer cela, et elle circule sur les réseaux sociaux, c'est ce minuscule chihuahua debout sur une terrasse. Il y a une porte-fenêtre coulissante, et de l'autre côté se trouve un énorme dog allemand. Et le chihuahua, tant que la porte est fermée, se comporte comme un petit chien méchant. Puis on voit le propriétaire ouvrir la porte coulissante, et tout à coup, le chihuahua affiche un air paniqué. C'est hilarant. Voilà l'Europe. C'est l'Europe en résumé. Tant qu'ils ont une illusion de sécurité, qu'ils se croient protégés contre la Russie, ils continueront à aboyer. Ce qu'ils font en Europe maintenant, puisqu'ils se désagrègent, c'est d'essayer d'utiliser la guerre pour maintenir l'unité. C'est de cela que tout ce discours sur la guerre parle. C'est une façon de les concentrer, d'essayer de les garder ensemble. Oui. Mais où sont les usines? Vous savez, ils ne peuvent pas faire la guerre à la Russie. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore d'immenses usines en Allemagne, comme au Royaume-Uni. La vallée de la Ruhr était une puissance industrielle. Mais ils n'ont plus cela aujourd'hui. C'est ça le problème. On regarde la situation et on se dit que vous ne comprenez tout simplement pas les fondamentaux. Oui, en plus, ils sont submergés par des envahisseurs immigrés. Oui, ils n'arrivent même pas à maintenir la paix dans leur ville, ni à protéger leurs femmes. Oui, non, c'est tout à fait ça. Eh bien, j'apprécie votre réponse. Cela me laissait perplexe depuis longtemps, et ce que vous avez dit est logique. Merci. Eh bien, j'essaie d'y voir clair. Si je n'y parviens pas, je te laisserai t'en occuper. Merci, merci Larry, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. How's it going, Paul? Paul, Comment ça va, let me Paul? start with Très bien. what's going on Paul, within the je voudrais MAGA commencer movement. par ce qui se passe au sein du mouvement MAGA. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis et au soutien dont bénéficie Donald Trump pour être réélu. La nouvelle tendance au sein du Parti républicain, c'est l'attaque contre Tucker Carlson et Candace Owens. Ils essayent de les annuler. Thomas Massie est d'une certaine manière pris pour cible par le lobby juif, par Myriam Adelson, la même personne qui a convaincu Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et qui soutient toujours Trump et ses politiques pro-israéliennes à Gaza et en Palestine. Elle s'en prend maintenant à Thomas Massie pour le démettre de ses fonctions aux États-Unis. Que penses-tu de ce qui se passe au sein du mouvement MAGA? D'abord, laissez-moi vous demander, qui prend l'initiative d'essayer de destituer Massie? It was Myriam Adelson. Oh d'accord, oui. Eh bien, elle a beaucoup d'argent et ça fera beaucoup de bruit. Tu sais, je ne pense pas pouvoir répondre à cela avec conviction. Tucker Carlson et Candace Owens tiennent Israël pour responsable d'énormes crimes qu'ils ont clairement commis. J'ai vu aujourd'hui que le procureur général de Turquie a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour génocide. Donc les choses commencent à... Eh bien, je ne dirais pas qu'elles se retournent contre Israël, mais les gens commencent à s'exprimer davantage. Et beaucoup de jeunes du mouvement MAGA sont convaincus qu'Israël a tué Charlie Kirk parce qu'il avait commencé à critiquer Israël et qu'il détournait la jeunesse du mouvement MAGA de son engagement envers Israël. And this was seen as very dangerous because
Et cela a été considéré comme très dangereux, car la jeunesse représente la génération montante, et assez rapidement, les futurs décideurs, alors ils l'ont éliminé. Tout cela montre qu'Israël se sent un peu fragile par rapport à ce dont il a l'habitude. Cela montre aussi une séparation entre les jeunes, y compris ceux des universités, qui ont été réprimés pour avoir critiqué Israël. Il existe une division entre les jeunes partisans de MAGA et les anciens partisans de MAGA. Beaucoup des plus âgés sont des sionistes chrétiens, et ils fréquentent des églises évangéliques où on leur enseigne que le destin de l'Amérique est de protéger Israël, que c'est la volonté de Dieu que l'Amérique meure pour Israël. Ainsi, il existe désormais deux visions différentes au sein du mouvement MAGA à propos d'Israël. Alors, pourquoi est-ce important? Israël est un tout petit pays et tout ça. Eh bien, ils ont essentiellement acheté et possèdent les États-Unis. Ils possèdent le Congrès, les médias, le divertissement, Wall Street, je veux dire même les universités. Certains États, on en a déjà parlé, il y a des États rouges, même de vrais États rouges comme le Texas et la Floride, où les gouverneurs ont soutenu et adopté des lois stipulant que si vous critiquez Israël, vous ne pouvez pas travailler pour l'État, ni avoir de contrat public. C'est une position de pouvoir qu'ils détiennent. Et voir le genre d'attaque que Candace Owens lance maintenant, que Tucker a lancé, et que les personnes que Tucker interviewe lancent parfois, cela doit être troublant pour eux. Je ne sais pas ce qu'il va advenir du mouvement de Charlie Kirk, car, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de jeunes partisans de MAGA pensent qu'Israël en a pris le contrôle, que l'argent israélien est revenu, que l'épouse de Kirk n'est qu'une figure de proue et qu'Israël a repris la main sur le mouvement. J'ai lu un rapport l'autre jour qui disait qu'il semble qu'Israël ait désormais pris le contrôle de la Conservative Heritage Foundation, ou quel que soit son nom, Heritage, à Washington, D.C. Il y a donc une division sur la direction à prendre. Je ne sais pas. Par ailleurs, au sein des partisans de MAGA, il y a toujours eu, à mon avis, une certaine confusion. Ils veulent la paix, mais ils veulent aussi que l'Amérique affronte ses ennemis. Ils sont convaincus que la Chine, la Russie et l'Iran sont des ennemis, mais ils affirment vouloir la paix. Je ne sais pas comment concilier cela, ni comment eux-mêmes le concilient. J'ai eu autrefois un professeur à l'université d'Oxford qui expliquait comment les gens pouvaient soutenir simultanément des positions mutuellement incompatibles. Je ne me souviens plus de son explication, car je n'ai jamais eu de raison de m'en servir, et ce n'était pas le domaine dans lequel je me suis engagé. Mais c'était une bonne explication de la manière dont les gens peuvent occuper deux positions totalement contradictoires. Eh bien, je pense que c'est le cas de certains partisans de MAGA. Ils veulent la paix, mais ils veulent aussi que nous soyons fermes avec nos ennemis, plus de dépenses en armement et tout cela. Alors je ne sais pas. Et je ne sais pas si le mouvement MAGA se compose de plusieurs groupes dont les préoccupations diffèrent, mais que Trump servait en quelque sorte de couverture englobant toutes ces questions. Donc je ne sais pas si l'importance des différents enjeux pour ces groupes provoquera davantage de divisions. Je ne sais pas, je ne sais tout simplement pas quoi en dire. Nous assistons à une évolution très intéressante avec cet homme, Danny, qui est maintenant maire de New York, ce qui fut autrefois, et peut-être l'est encore, la capitale du capitalisme international. C'est tout de même quelque chose, un genre de communiste comme maire. Il semble que les jeunes diplômés aient été un élément important de sa victoire. Les jeunes blancs de la haute bourgeoisie de Columbia, de l'université de New York et d'endroits similaires, si heureux qu'il ait été consacré. Je soupçonne qu'il va semer un grand désordre et qu'il finira par devoir supplier Trump pour obtenir des renflouements. Et je n'ai aucune idée de la réaction de Trump. Mais à part cela,
Je ne peux pas dire grand-chose sur ce mouvement MAGA. Je suppose qu'ils sont tous contents que la frontière soit fermée, et on ne peut pas retirer cela à Trump. C'est bien lui qui l'a fait. Et il a effectivement nommé Robert Kennedy pour tenter de réduire la domination de Big Pharma sur la médecine américaine. Big Pharma domine la médecine américaine aussi efficacement qu'Israël domine la politique américaine au Moyen-Orient. Il a donc accompli de réelles réussites, et il a essayé de supprimer les privilèges fondés sur le statut qui compose la diversité, l'équité et l'inclusion. Il a tenté de les éliminer comme base de promotion dans le gouvernement, l'armée et les entreprises. Et c'est une bonne chose, car un pays qui ne repose pas sur le mérite ne peut pas réussir. Il est impossible d'avoir un système qui favorise les moins compétents pour des raisons de race ou de genre. On ne peut donc pas dire que cet homme n'a pas réussi. Il a eu du succès, en réalité plus de réussite que la plupart des présidents, malgré tous les problèmes qu'il doit encore gérer. Et certains de ces problèmes dépassent peut-être les capacités de n'importe quel président. Paul, que se passe-t-il avec Mamdani? Puisque tu as mentionné son nom, c'est le maire, ou il va devenir le prochain maire de New York. Je vois Mamdani un peu comme je suivais l'affaire Trump. Je me souviens de Donald Trump lorsqu'il est venu parler, négocier, affronter, débattre avec les autres candidats du Parti républicain. Le moment précis où il a captivé l'attention et l'écoute du public, c'est quand il a évoqué la guerre en Irak. Il a dit « J'étais contre la guerre en Irak. Je n'étais pas d'accord avec la guerre en Irak. Pourquoi avons-nous fait cela? Quel en a été le résultat pour la politique étrangère et intérieure des États-Unis? » Et il a continué ainsi. Et les gens acclamaient la manière dont il critiquait le statu quo aux États-Unis. La même chose est arrivée avec Mamdani. Ce qui lui est arrivé, à mon avis, a été un moment charnière. Tous les candidats à New York ont été interrogés. Où voulez-vous aller le lendemain de votre élection? Tous les candidats sur scène ont répondu, nous allons en Israël. Mamdani a dit, je vais rester à New York parce que je vais être le maire de New York. Je vais servir le peuple de New York. Je ne me soucie de personne d'autre. Et je ne vais pas définir la politique étrangère des États-Unis, car ma mission est à New York. Voilà la position. Ce sont les personnes qui ne sont pas satisfaites du statu quo aux États-Unis qui cherchent des alternatives. Et Trump est issu du même type d'état d'esprit. Les gens voulaient une forme de changement dans la politique étrangère et intérieure des États-Unis. Et Mamdani va dans la même direction, à mon avis. Regardez, environ 75% des personnes de moins de 30 ans ont voté pour Mamdani. C'est considérable. Si l'on regarde les sondages, il faut prendre en compte ce qu'il apporte au débat. Je pense que la seule chose que l'on puisse dire, c'est que nous ne savons pas ce qu'il va faire, ni s'il sera capable de réaliser ce dont il parle. Mais après tout, les gens perçoivent une certaine évolution dans la rhétorique de ces politiciens, de ces personnes qui veulent devenir le prochain maire de New York. C'est cela, le changement, à mon avis. Eh bien, je pense que c'est important. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, quelle concurrence avait-il? L'ancien ordre usé, représenté par Cuomo, et ce républicain inconnu dont personne ne sait rien. Et donc, c'était le candidat prétendument de gauche qui parlait différemment et proposait des changements massifs. Alors, que les gens croient ou non au changement individuel dont il parle, ils voient du changement, et ils ne le voient nulle part ailleurs. Et tu sais, les candidats en lice, ce n'était pas le genre de choix qu'une ville comme New York devrait avoir à faire. Et je suis d'accord avec toi. Mamdani a dit la bonne chose. Les gens en ont assez du statu quo. D'une certaine manière, il est comme Trump, comme tu l'as souligné. Tu sais, Trump devrait probablement le contacter et lui dire « Toi, tu remets New York en ordre,
et moi je remets le pays en ordre et on travaillera ensemble. Parce que Mamdani ne peut rien faire de ce qu'il a dit sans provoquer une crise financière et quelqu'un devrait le renflouer. Et il n'y a personne d'autre que Trump pour le faire. Je me suis donc souvent demandé pourquoi Trump n'avait pas accepté toutes les offres des démocrates pour devenir dictateur. Ils exigeaient qu'il dépense toutes sortes d'argent sans autorisation du Congrès. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Au lieu de cela, il se dirige vers un certain compromis. Il aurait dû dire « Oh merci, juges fédéraux, j'accepte votre nomination. Vous venez de faire de moi un dictateur. Je n'ai pas besoin de l'autorisation du Congrès pour dépenser de l'argent pour 42 millions d'Américains. Donc je suppose que je peux aussi en dépenser ailleurs. Regardez, les compagnies aériennes doivent annuler toutes sortes de vols. Donc je peux dépenser de l'argent pour les maintenir en activité et continuer. Il aurait donc pu simplement se débarrasser du Congrès. Nous n'en avons pas besoin. Cela ne fonctionne pas. Et je soupçonne que si Matt Dem veut faire quoi que ce soit, il devra faire quelque chose de ce genre. À New York, par le passé, je pense que les maires ont vu le conseil municipal de New York leur mettre des bâtons dans les roues, que ce soit par envie ou par jalousie, ou parce qu'ils essayent de les discréditer pour se présenter eux-mêmes à la mairie, ou encore parce qu'ils ne reçoivent pas une part suffisante des contrats. Et bien sûr, nous ne savons pas, avec Mamdani, s'il s'agit d'autre chose qu'une posture. Vous voyez, si les maires et que ces contrôles des loyers bloquent tout développement privé, alors le logement devra provenir de son budget, de l'État construisant des logements abordables. Eh bien, ces contrats devront être attribués. Il y a beaucoup de pots de vin ou de commissions, pour employer un terme plus poli, liés au contrôle des contrats. Donc, Mamdani voit peut-être simplement là une occasion de devenir vraiment riche. Il ne croit peut-être pas à tout cela. Ce n'est peut-être qu'un stratagème qu'il utilise pour s'enrichir énormément. C'est courant de nos jours. Il est bien plus fréquent que quelqu'un cherche à obtenir une fonction politique pour s'enrichir personnellement plutôt que pour servir l'intérêt public. On n'est jamais récompensé pour avoir servi l'intérêt public, car le public n'est jamais d'accord sur ce qu'est cet intérêt. Le public est un ensemble d'intérêts différents, et chacun veut que le sien soit servi. Mais on ne peut pas tous les satisfaire, car ils sont en conflit. Alors peut-être que ce n'est que ça. Mamdani voit le gouvernement comme un moyen de faire carrière et de s'enrichir. Et donc on adopte une posture, et ça fonctionne. D'accord, il n'y a pas de logement privé, alors j'en construis. Et oui, il y aura beaucoup de commissions sur ces contrats. C'est ainsi que fonctionne le complexe militaro-sécuritaire. D'énormes commissions sur les ventes d'armes et tout le reste. Donc l'idée qu'il soit une sorte de communiste ou de socialiste, ce n'est qu'un déguisement. On verra bien. Ou en fait, on ne saura peut-être jamais. Il semble intelligent et il est peut-être capable de jouer ce rôle et de s'en tirer simplement en disant ce qu'il faut. Paul, voici ce que Tucker Carlson a dit à propos des critiques envers l'administration Trump et sa politique étrangère vis-à-vis d'Israël. Il a dit cela lors de son entretien avec Megyn Kelly. Et nous devons réfléchir à ce que nous avons collectivement fait aux jeunes hommes. En réalité, nous les avons détruits. Et personne ne veut le dire, parce que personne ne veut jamais assumer la moindre responsabilité. Personne ne veut jamais se repentir. Tout le monde veut jeter la pierre, sans voir la poutre dans son propre œil, moi y compris. C'est simplement ainsi que sont les êtres humains. Et ils veulent dire « nazi ». Et c'est comme « oh oui, d'accord, très bien, mais comment en est-on arrivé là ?» Pourquoi l'écoute-t-il?
En quelque sorte. Et une partie de la raison, c'est que le Parti républicain a complètement trahi ses électeurs en se focalisant obsessionnellement sur Israël. C'est un fait. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays de 9 millions d'habitants. Je ne suis pas contre Israël. J'y suis allé en vacances. J'ai toujours aimé Jérusalem, c'est ma ville préférée au monde. Je ne suis pas contre Israël. Mais pourquoi est-ce le centre de notre conversation? C'est 9 millions d'habitants, sans ressources. La seule valeur stratégique d'Israël, c'est la mesure dans laquelle nous devons le défendre. Mais si on retire cela, il n'y a plus aucune valeur. Je ne suis pas contre. Je dis simplement que nous sommes un pays de 350 millions d'habitants. Nous sommes le pays le plus important du monde. Et notre politique, c'est que pratiquement chaque membre du Congrès passe sa journée à parler d'Israël. Et si vous êtes une personne normale, vous vous dites « Je ne déteste pas Israël, je ne déteste certainement pas les Juifs, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et ensuite, on vous dit « Tais-toi, tu n'as pas le droit d'en parler. » Mais attendez, puis-je clarifier ce que vous voulez dire par là? Et tu sais, ils essayent, Paul. Le mouvement. Il y a une sorte de mouvement aux États-Unis, dirigé par Ben Shapiro et Mark Levin. Ils essayent d'annuler Tucker Carlson. Pas seulement Tucker Carlson, Candace Owens, même Thomas Massie, et d'une certaine manière Rand Paul, à cause de leur position en politique étrangère. Ils les attaquent. Si tu observes ce qui se passe dans leur mouvement, ils attaquent aussi J.D. Vance, d'une certaine manière. Ils considèrent J.D. Vance comme une menace en 2028, parce qu'ils pensent que s'il gagne, il ne sera pas aussi étroitement aligné sur la politique étrangère des États-Unis. Comme on l'a vu jusqu'à présent avec les républicains et les démocrates soutenant Israël. C'est pourquoi ils ressentent une certaine menace, même avec J.D. Vance. Pensez-vous qu'avec le temps, ces personnes, comme vous savez, Charlie Kirk a été éliminé, à mon avis, qui que ce soit qui ait fait cela, quelle qu'en soit la raison, cela n'aide pas Israël. Le résultat n'aide pas Israël. Cela se retourne contre Israël. Et des gens comme Tucker Carlson et Candace Owens n'ont pas été intimidés par l'assassinat de Charlie Kirk. Cela se retourne contre eux. Ils deviennent plus sérieux dans leurs réflexions, dans la manière dont ils perçoivent d'Israël. Comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement et de ces personnes qui estiment que les États-Unis ne tirent aucun bénéfice de cette politique consistant à soutenir Israël quoi qu'il fasse, même s'il s'agit d'un génocide? Eh bien, je ne leur donne pas beaucoup de chance, car ils sont peu nombreux. Et même s'ils sont très efficaces, qu'ils font leur devoir et qu'ils sont de bons orateurs comme Candace et Tucker, ils font face à des masses énormes et à d'immenses ressources financières. Et bien sûr, les lobbies pro-israéliens, vous savez, la Ligue anti-diffamation, l'AIPAC, ce sont des lobbies puissants. Ils ont déjà montré leur capacité à bloquer la titularisation de professeurs américains, même lorsque le corps enseignant l'a approuvé. Israël a pu intervenir et l'annuler, même pour des juifs comme Finkelstein. Sa titularisation a été bloquée. Donc vous voyez, Tucker et Candace, c'est un peu comme David contre 1 milliard de Goliath. Vous savez, je tiens Israël pour responsable, et Wikipédia dit que je suis antisémite et négationniste de l'Holocauste. Mais maintenant, ils disent la même chose des Israéliens en Israël, qui s'opposent à Netanyahou. Ils sont diabolisés comme étant anti-israéliens. Je pense que les Israéliens, leurs lobbies, leurs alliés et les États-Unis sont depuis si longtemps habitués à entendre qu'Israël est notre point d'appui au Moyen-Orient. Cela remonte à la guerre froide. C'est ainsi qu'ils ont obtenu tout ce pouvoir. En d'autres termes, c'est institutionnalisé. It's institutionalized, in other words. The support for Israel
Le soutien à Israël est profondément institutionnalisé dans toutes les institutions des États-Unis. Donc, s'y attaquer, c'est vraiment s'en prendre à quelque chose de considérable. J'ai remarqué que Candace Owens comprend à quel point les conséquences peuvent être graves, car elle ne cesse de dire aux gens « Je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas suicidaire, je ne le suis pas ». En d'autres termes, elle s'attend à une tentative d'assassinat. Et bien sûr, ils ont réussi à écarter Tucker Carlson de Fox News, où il était leur plus grande attraction. C'est vraiment incroyable quand on pense qu'une grande chaîne d'information sacrifie sa principale vedette parce qu'Israël se plaint. Je pense que le point que tu as soulevé, Paul, est très important. Quand tu as mentionné ces oligarques, tu sais, ils sont tellement puissants. Ils ont tout. Mais après tout, l'opinion publique est favorable à Tucker Carlson et Candace Owens. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas acheter avec de l'argent. Peu importe s'ils veulent acheter TikTok ou tous ces autres réseaux sociaux. Cela ne changera pas la politique, ni la façon dont les gens pensent et ressentent les choses à propos d'Israël. Eh bien, veux-tu dire que Tucker et Candace réussiront parce qu'ils ont le peuple de leur côté? Je pense qu'avec le temps, ces mouvements, ce n'est pas seulement une question des États-Unis. On les voit au Canada, en Europe, partout au Moyen-Orient. Les dirigeants, on pourrait dire, soutiennent, ou du moins ne font rien. Mais si l'on regarde l'opinion publique, même en Turquie, vous savez, quelle en est la raison? Vous avez mentionné que ces pays, au début de notre discussion, vous avez dit que la Turquie a décidé d'arrêter Netanyahou. Ce n'est pas seulement une question de Turquie. La Lituanie, la Lettonie, la Slovénie, le Canada. Tu sais, ces pays ont décidé que si Netanyahou s'y rendait, ils l'arrêteraient. Si on avait parlé de tout cela avant ce qui s'est passé à Gaza et en Palestine, personne n'aurait jamais imaginé que ces pays en discuteraient même. Netanyahou était, tu sais, respecté partout. Ils étaient en quelque sorte forcés de le respecter. Mais maintenant, plus personne ne les y oblige. Et si c'est le cas, ça ne fonctionne plus. Eh bien, il est vrai que ce que les Israéliens ont fait à Gaza les a affaiblis. Et il est également vrai, je pense, que le débordement des pays occidentaux par des envahisseurs immigrés musulmans crée au sein de pays qui étaient pro-israéliens une opposition à Israël. Ces envahisseurs immigrés sont, à bien des égards, des personnes privilégiées en raison de la culpabilité que l'Occident ressent envers ses anciennes colonies et les peuples qu'il a exploités et réduits en esclavage, et tout le reste de cette litanie. Donc, c'est vrai. Il est très difficile de faire taire une grande population musulmane critique d'Israël et vivant dans un pays occidental. Donc je pense que tu as raison, il est désormais possible que les choses se retournent contre Israël. Je pense que tu as raison, et nous avons déjà discuté dans cette émission du fait qu'Israël craint cela et est peut-être allé jusqu'à assassiner Charlie Kirk. Et il est vrai que Tucker et Candace ont des partisans, mais Israël aussi. Les chrétiens sont sincères. Ils sont des millions. Chaque fois qu'ils vont à l'église, ils entendent parler d'Israël, et s'ils entendent Tucker ou Candace, ce que leur prêcheur leur dit l'emporte. Donc ce n'est pas comme si Israël, ou les intérêts israéliens, étaient des cibles faciles en quoi que ce soit. Et nous avons vu qu'Israël a poussé Trump à attaquer l'Iran. Eh bien, c'était un acte de guerre contre, il faut le dire, presque un grand pays, l'Iran, clairement le pays majeur du Moyen-Orient. Et cela sans l'approbation du Congrès. Non seulement il les a attaqués, mais il les a trompés, menant des pourparlers de paix ou une sorte de négociation tout en les attaquant. Et il n'y a eu aucune conséquence pour Trump.
Donc je ne sais pas si... Je pense que c'est un peu plus difficile pour Israël, mais pas au Congrès. Quand Madame Adelson, dont la fortune s'élève à 60 milliards de dollars, je crois qu'elle est la personne juive la plus riche des États-Unis, soutient l'idée d'évincer Thomas Massie, les républicains ne se sont pas levés pour s'y opposer. Ils n'ont pas dit « De quoi parlez-vous? Vous ne vivez même pas dans le Kentucky. Qu'avez-vous à dire sur... » You don't even live in Kentucky. What have you got to say about? Oh, the richest. La personne juive la plus riche des États-Unis est l'homme qui a acheté TikTok, Larry Ellison. Ah oui, Larry Ellison. Larry Ellison. Oh, yeah. Larry Ellison, yeah. He's the C'est lui le plus riche. Eh bien, c'est elle la femme juive la plus riche. Jewish woman. yeah. Well, still, it's an interesting topic, C'est tout de même un sujet intéressant. but nothing is. Mais rien n'est fait pour Gaza. Et clairement, il n'y a pas de cessez-le-feu. Je veux dire, chaque jour, il y a plus de bombardements, People killed, plus de morts, plus de personnes abattues. and apparently, Et apparemment, je ne sais pas ce qu'il est advenu des efforts pour fournir de la nourriture, des médicaments et de l'eau. Je ne sais pas si tout cela est encore bloqué complètement ou si quelque chose parvient à passer. Vous savez, l'information est tellement peu fiable. On ne sait jamais. Surtout venant des médias européens, américains ou canadiens. On n'a aucune idée sur quoi repose leur rapport. Mais rien n'est fait. Cela continue. Les Gazaouis continuent de souffrir ce qu'ils ont toujours souffert, et personne n'a arrêté cela. Et le cessez-le-feu de Trump n'en est pas un, et il n'a rien fait à ce sujet. Il n'a pas appelé Netanyahou pour lui dire « Écoute, nous avons conclu un cessez-le-feu ». he said, "Look, we made a ceasefire. Now you're embarrassing me. You're not keeping it." Maintenant, tu me mets dans l'embarras. Tu ne le gardes pas. Je ne vais pas te laisser continuer à m'embarrasser. Je vais te couper. Il n'a rien fait. Donc je ne vois aucun effet pratique réel de la prise de conscience croissante que tout ne va pas bien avec Israël. Je ne vois pas les effets pratiques. Je n'ai pas, et Poutine, lui, ne s'en est pas mêlé, ni n'a dit « Qu'est-il arrivé au cessez-le-feu, monsieur Netanyahou ?» Donc, ça ne me dérange pas du tout si tu as raison, et que ce mouvement va maintenant se déchaîner et écraser Israël. Ils ont besoin d'être écrasés. Ils ont été très néfastes pour le monde, très néfastes pour leur propre peuple, très néfastes pour de nombreux pays que les États-Unis ont détruits pour eux. Et pourtant, les Américains n'en ont même pas conscience. Nima, ils pensent que c'était une guerre contre le terrorisme. And still, Americans they're not even aware of that, Nemo. They think it was a war on terror. Paul, So- people here in Toutes les personnes ici au Brésil, en Amérique latine, sont préoccupées par l'attitude de Trump, la politique étrangère de Trump vis-à-vis du Venezuela. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement du Venezuela, il s'agit de l'Amérique. Le Venezuela revêt une importance et une préoccupation particulière pour nous ici au Brésil, pour l'Amérique latine. Mais l'autre question concerne le Nigeria. Que se passe-t-il avec l'administration Trump? Tout à coup, ils s'intéressent au Nigeria et au Venezuela. Nous savons qu'ils veulent le pétrole, les ressources du Venezuela. Ils peuvent l'acheter au gouvernement vénézuélien, et le gouvernement serait disposé à le vendre aux États-Unis. Si les États-Unis veulent investir au Venezuela, ils y seraient ouverts. Je ne vois aucun signe de rejet de la part des Vénézuéliens. Mais après tout, quel est l'objectif principal de cette politique? Renverser le gouvernement, changer le régime, transformer le Venezuela. En quoi cela va-t-il influencer ou bénéficier aux États-Unis? Parce que beaucoup d'entre nous, ici en Amérique latine, pensent que si quelque chose tourne mal au Venezuela, cela affecterait directement l'économie et la situation ici, au Brésil. Ils essayent de tout faire pour communiquer cela aux États-Unis, à l'administration Trump. Mais il n'y a actuellement aucune communication efficace entre le Brésil et les États-Unis. Yeah. Well, I don't know what Washington is. Oui. up to. Eh bien, je ne sais pas ce que Washington manigance au Venezuela ou au Nigeria.
il se peut que, dans les deux cas, ils essayent d'obtenir une certaine forme de contrôle sur le pétrole. D'un autre côté, au Nigeria, l'affirmation selon laquelle les chrétiens seraient persécutés pourrait être un moyen pour Trump de consolider son soutien parmi les évangéliques chrétiens aux États-Unis. Il ne fait rien contre la persécution et les meurtres réels de chrétiens par les Israéliens. Donc il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas s'attaquer à ce problème. Donc il va consolider ou renforcer sa position auprès des évangéliques chrétiens, en parlant du Nigeria et du fait qu'on y tue des chrétiens. Cela pourrait simplement être cela. Politiquement, cela pourrait être aussi simple que ça. Ce que je ne comprends pas et que je n'ai jamais compris de toute ma vie, c'est pourquoi l'Amérique latine, c'est-à-dire l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, est si désunie. Je pense que les États-Unis, il y a des années, ont fait un effort pour établir une sorte d'union, et je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Si c'était une question de contrôle ou une tentative idéaliste de créer un groupe global pour contenir la corruption dans les pays individuels, car la corruption dans ces pays a apparemment toujours été un problème. Mais l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud n'ont jamais été unifiées. Jamais. Et cela rend difficile pour elles de résister à la domination américaine. Alors que si elles étaient unies, avec ces immenses populations, si toutes ces personnes étaient rassemblées, elles pourraient résister aux pressions. Mais elles ne l'ont jamais été. Elles sont un peu comme les Arabes. Elles préfèrent se faire éliminer une par une. Je ne sais pas combien de fois nous avons renversé le Honduras, combien de fois avons-nous renversé le gouvernement hondurien? 4, 5, 6. Je ne sais pas. De très nombreuses fois. Nous avons fait tant d'efforts pour renverser les sandinistes au Nicaragua. Je pense que nous avons renversé quelques gouvernements brésiliens. On peut simplement regarder dans toute la région. Donc s'ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver au Venezuela, ils devraient commencer à lever des troupes et à stationner des divisions. Le Brésil envoie une division, l'Argentine, tout le monde, ensemble. Cela montrerait clairement qu'il faudrait une guerre majeure de la part des États-Unis, car ils se retrouveraient face à toute l'Amérique du Sud. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, pourquoi il y a autant de désunion, car cela rend les pays impuissants. Ils sont sans défense, et il est facile pour les États-Unis de les dominer. Nous avions l'habitude de dominer le Venezuela avant Hugo Chavez. Vous savez, nous avions les compagnies pétrolières, je veux dire toutes les ressources d'importance étaient sous contrôle étranger. La nationalisation de la compagnie pétrolière avait en réalité commencé avant Chavez, mais c'est lui qui l'a achevé. Et il a également fait en sorte que le Venezuela prenne des participations majoritaires dans toutes les entreprises étrangères qui exploitaient les ressources du pays. Donc je pense que c'est là le point sensible. C'est la base de l'hostilité de Washington et la direction qu'ils veulent prendre. Je ne sais pas, peut-être que cela n'a pas. Trump, s'il est freiné par la Chine et freiné par la Russie, doit montrer à ses conservateurs qui veulent que l'Amérique soit dure avec ses ennemis. Et donc, il classe le Venezuela comme un État narco-terroriste. D'accord, il obtient un titre américain là-dessus, en disant qu'ils remplissent nos enfants de drogue. Donc ça pourrait être une manœuvre politique. Vous savez, quand les dirigeants ne peuvent pas accomplir de vraies choses, ils orchestrent quelque chose pour satisfaire les gens qui espèrent des résultats que les dirigeants ne peuvent pas fournir. C'est peut-être ça. Je ne peux pas l'affirmer. Je pense simplement, encore une fois, que si les Sud-Américains sont inquiets, ils devraient simplement dire, eh bien, nous augmentons tous nos budgets militaires d'1% pendant un certain temps
pour fournir un soutien militaire au Venezuela. Et cela suffirait probablement, car je ne pense pas que les États-Unis pourraient se permettre de lancer une véritable guerre. Nous pouvons soudoyer l'armée vénézuélienne pour provoquer un coup d'État. Nous pouvons faire ce genre de choses, mais c'est difficile aussi s'il y a des troupes d'autres pays sur place. Je ne sais pas. Trump est freiné dans sa guerre contre la Chine parce que le dirigeant chinois qu'il a rencontré était tout simplement trop fort. Il a dit non et il détient toutes les cartes. Il a expliqué à Trump, « De quoi parlez-vous? C'est moi qui ai les cartes, pas vous. Et s'il n'y a plus de terres rares demain, que se passe-t-il? Vous savez, toutes vos grandes entreprises, Intel, elles ferment toutes. Il n'y a plus de puces, plus de matériaux pour fabriquer des puces. Que ferez-vous si j'occupe Taïwan? Vous ne pouvez rien y faire. Cela va vous embarrasser. » Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débattre de Taïwan, car nous avançons progressivement sur le plan économique. Et c'est la bonne manière de procéder. Donc je n'ai pas besoin de vous embarrasser. Mais je pense que cela a un peu réveillé Trump. Et je pense qu'il a compris que le problème pour instaurer la paix en Ukraine va bien au-delà d'un simple cessez-le-feu. Il s'agit de traiter le véritable problème de la Russie, à savoir un sentiment d'insécurité. Et pourquoi se sentent-ils en insécurité? Il y a l'OTAN à leurs frontières et des bases de missiles américaines dans 2 des pays. Voilà le problème. Maintenant, comment Trump peut-il éloigner l'OTAN des frontières de la Russie? C'est une tâche énorme, n'est-ce pas? Eh bien, il ne s'y attendait pas. Il parlait de résoudre le problème en 24 heures. Le problème, c'était de retirer l'OTAN des frontières de la Russie. Comment va-t-il s'y prendre? Le complexe militaro-sécuritaire ne le laissera pas faire. Le Congrès ne le laissera pas faire. S'il voulait vraiment le faire, il aurait dû accepter la nomination de dictateur que les juges fédéraux démocrates complètement stupides essayaient de lui offrir. Yeah, it's so much complicated, Paul. C'est tellement compliqué, Paul. La situation avec l'Ukraine, je pense. C'est le cas le plus complexe pour la politique étrangère des États-Unis, le cas de l'Ukraine. Le principal facteur, à mon avis, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a changé la vie de Donald Trump. Mais souvenez-vous, toute la raison d'être de l'Ukraine, c'est que nous la voulions. Nous avons dépensé 5 milliards de dollars pour acheter des actifs et des personnes à l'intérieur de l'Ukraine, organiser la révolution du Maïdan, renverser le gouvernement, en installer un nouveau, construire une armée, équiper cette armée, la former et l'envoyer dans le Donbass pour provoquer une intervention russe. Parce que nous pensions qu'une intervention russe nuirait à leur réputation. Nous l'aurions qualifiée d'invasion de l'Ukraine, affirmer que toute l'Europe serait la prochaine, et cela affaiblirait leur gouvernement afin que nous puissions imposer davantage de sanctions et en faire toujours plus. C'était un effort pour se débarrasser d'une contrainte à l'hégémonie américaine, à savoir la Russie. Et c'est de cela qu'il s'agissait. Cela n'avait en réalité rien à voir avec l'Ukraine elle-même, si ce n'est que la politique étrangère américaine considère la Russie comme une contrainte à notre hégémonie. C'était donc un effort pour lever cette contrainte. C'est ce que c'est et ce que c'était. Je ne pense pas que Trump comprenne cela. Mais c'est bien ce que c'est. C'est la doctrine Wolfowitz. Elle a 34 ans. Et toute la manière dont on en a parlé pendant tout ce temps, tout au long de cette guerre, est totalement fausse. Personne, dans le milieu de la politique étrangère, n'en parle de manière réelle. Tout est faux, abordé de façon mensongère. Ils ont créé une réalité artificielle. Ils expliquent tout à travers un récit inventé qui n'a aucun rapport avec les faits ou la vérité, et les médias protègent ce récit, tout comme les responsables officiels.
Alors, comment gérer le sentiment d'insécurité de la Russie? Et s'il ne s'en occupe pas, tôt ou tard, quelque chose de très grave finira par se produire. Yeah. Exactly. Oui, merci beaucoup Paul d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Great pleasure. Well, thank you. So, Eh bien, merci Nima, merci beaucoup et merci aussi pour la brève discussion que tu as organisée avec Larry. You allowed with Larry. yeah. Oui, c'était génial. Yeah. Ouais. Et j'ai hâte d'être à lundi prochain. See you. We'll see what À plus happens tard. in the meantime. On verra ce qui se passe d'ici là. Exactly. Oui, exactement. Très bien. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de sujets à aborder. Envoie-moi l'URL. Je vais te l'envoyer. I'm gonna send it to you. D'accord. Très bien. Au revoir. Goodbye. Au revoir.